Un garçon a remis une lettre mystérieuse à un homme dans le parc, prétendant que la vérité était écrite là. En lisant la lettre, l'homme découvre un secret terrible sur sa greffe de sueur. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels et pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Jacques se réveille dans un état confus et désorienté, se sentant comme s'il flottait dans un limbe entre la réalité et le rêve, ou peut-être entre la vie et la mort. Un lourd brouillard recouvre ses yeux, laissant le monde flou et lointain. Sa bouche est bloquée par quelque chose d'étrange, et il essaie d'appeler quelqu'un, mais seul un son étouffé s'échappe. La panique commence à s'installer profondément, alors que son esprit lutte pour comprendre la situation. Au milieu de cette confusion, une voix douce tranche le brouillard d'incertitude. C'est une jeune infirmière à la voix douce, dont les contours il peut à peine distinguer à travers sa vision trouble. Elle s'approche, et Jacques sent sa présence réconfortante, même sans la voir clairement. « Vous êtes en sécurité maintenant, essayez de vous calmer », murmure-t-elle, tenant doucement sa main. Jacques essaie de répondre, mais l'obstruction dans sa bouche l'en empêche. Voyant sa lutte, l'infirmière suggère « Clignez une fois pour oui et 2 fois pour non, vous comprenez ?» Avec effort, Jacques cligne une fois, et une vague de soulagement parcourt son corps en réalisant qu'il peut communiquer. L'infirmière sourit doucement et fait signe à quelqu'un hors du champ de vision de Jacques. Quelques instants plus tard, une équipe médicale entre précipitamment dans la pièce. Ils travaillent avec efficacité, d'abord en retirant le tube qui obstrue sa bouche. Une inspiration profonde et tremblante suit le retrait, et Jacques ressent chaque molécule d'oxygène comme un baume pour son âme. Alors qu'il essaie encore de comprendre la situation, les médecins commencent à débrancher les différents capteurs qui couvrent son corps. Chaque clic des câbles débranchés résonne comme de la musique à ses oreilles, lui apportant la certitude qu'il est, en fait, vivant. L'infirmière reste à ses côtés, expliquant chaque procédure avec patience et compassion. « Vous avez traversé un moment très difficile, mais vous vous améliorez maintenant. Nous sommes tous là pour vous aider, » dit-elle, sa voix un baume apaisant contre le chaos de l'expérience de Jacques. Alors que la réalité se solidifie et que la confusion se dissipe, Jacques commence à se sentir plus ancré. Il regarde autour de lui, essayant d'absorber les détails de son environnement. La chambre blanche est propre, la lumière douce qui filtre à travers les rideaux et les visages concentrés de l'équipe médicale. Un sentiment de profonde gratitude l'envahit, mêlé à une insécurité persistante sur ce qui s'est passé et ce qui reste à venir. Finalement, avec une voix encore faible mais claire, il murmure à l'infirmière « Merci d'avoir sauvé ma vie ». Elle offre un sourire réconfortant, serrant sa main une fois de plus. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, Jacques. Nous allons prendre soin de vous. » Dans ce moment d'intense vulnérabilité et de soulagement, Jacques sent les larmes monter à ses yeux. Il est en vie, et même s'il ne comprend pas encore complètement tout ce qui s'est passé, il sait que cette deuxième chance est un cadeau qui ne sera pas gaspillé. Alors que Jacques commence à se sentir plus présent et que le brouillard de son esprit se dissipe, un médecin au visage serein s'approche de son lit. C'est un homme d'âge moyen, dont l'expérience transparaît dans le calme et la sécurité de ses gestes. Il ajuste ses lunettes avant de commencer à parler, sa voix empreinte d'une autorité douce qui fait immédiatement sentir à Jacques qu'il est en sécurité. « Jacques, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, » commence le médecin, un léger sourire touchant ses lèvres. « Vous venez de subir une greffe de cœur réussie. Aujourd'hui est un jour très spécial, c'est votre 2e anniversaire. » La nouvelle s'est enfoncée dans le cœur de Jacques avec un mélange complexe d'émotions. Il était en vie grâce à un cœur battant dans sa poitrine, un cœur qui n'était pas le sien de naissance, mais qui soutenait maintenant sa vie. Jacques a ressenti une vague immense de gratitude, si vaste et profonde qu'elle semblait remplir toute la pièce. Cependant, avec la gratitude, une inquiétude subtile a commencé à se former. Le médecin semblait comprendre les pensées tourmentées de Jacques, car il a continué d'une voix compréhensive. « Je comprends que cela doit être beaucoup à assimiler. Le cœur que vous avez reçu est un cadeau incroyable, mais il est également naturel de se sentir troublé. L'identité du donneur est confidentielle, mais je peux vous assurer que votre nouvelle vie est un témoignage de la générosité de quelqu'un qui a voulu aider, même après sa mort. » Jacques a acquiescé, les paroles du médecin le calmant,
Mais néanmoins, 1000 questions bourdonnaient dans son esprit. Qui était le donneur? Quel genre de vie a-t-il ou elle mené? Y avait-il quelque chose du donneur qui resterait avec lui? Une trace de personnalité ou de mémoire qui transcenderait la science? Alors qu'il récupérait lentement, Jacques passait des heures à regarder par la fenêtre de sa chambre d'hôpital, le ciel souvent teinté des couleurs de l'aube ou du crépuscule. Il pensait au cœur qui battait maintenant dans sa poitrine, un organe vital qui avait ses propres histoires gravées dans les fibres musculaires, des histoires que Jacques ne connaîtrait jamais. Reconnaissant pour cette deuxième chance, Jacques a commencé à ressentir une responsabilité croissante, un désir d'honorer la vie du donneur en vivant la sienne de la meilleure manière possible. Il a fait des promesses silencieuses au cœur qui battait en lui, des promesses de bien en prendre soin, de vivre avec courage et générosité. « Vous m'avez donné un cadeau inestimable », murmurait parfois Jacques, en posant une main sur sa poitrine, sentant le rythme constant du nouveau cœur. « Je promets de vivre d'une manière qui nous rendrait fiers. » Dans ses réflexions, Jacques a trouvé une paix fragile, un accord entre le passé inconnu du cœur et son propre avenir. À chaque battement, il se souvenait du lien humain qui l'unissait désormais à un étranger, un lien invisible mais indissoluble. Dans le passé, la vie de Jacques semblait se dérouler sous un ciel perpétuellement bleu. Grandissant dans un environnement privilégié, il avait accès à une éducation de première classe et à des opportunités que peu pouvaient rêver. Sa jeunesse était marquée par les voyages, l'apprentissage et une liberté rare. Il abordait toujours la vie avec un enthousiasme vibrant, appréciant chaque nouveau jour comme un cadeau spécial. C'est pendant ces années universitaires que Jacques a rencontré Claudia, une jeune femme d'esprit libre et d'intelligence vive, qui a capturé son cœur presque immédiatement. Ils se sont mariés par une radieuse journée de printemps, entourés d'amis et de membres de la famille qui célébraient leur amour. Leur bonheur a été multiplié avec la naissance de leur fille Laura, une petite fille aux yeux curieux et au rire qui pouvait illuminer les coins les plus sombres de n'importe quelle pièce. La vie, cependant, a ses propres desseins, et la joie de Jacques a été brusquement assombrie par la mort tragique de Claudia. Elle est partie suite à un accident inattendu, laissant Jacques et Laura pris dans leur deuil. La douleur de perdre Claudia a été un coup dévastateur pour Jacques, qui s'est retrouvé naviguant dans les eaux agitées de la paternité solo, tout en essayant de faire face à sa propre tristesse abyssale. Au cours des années qui ont suivi, Jacques a dû faire face à des problèmes cardiaques graves, un reflet physique de la douleur émotionnelle qu'il avait endurée. Son cœur, surchargé par la perte et le stress, a commencé à faiblir, le conduisant finalement à la dure réalité qu'il avait besoin d'une greffe. Confronté à sa propre mortalité, Jacques a dû préparer sa fille à la possibilité qu'il ne soit plus là. Avec précaution et amour, il s'assit avec Laura, lui expliquant qu'elle devrait rester avec sa grand-mère pendant qu'il attendait un donneur. Laura, bien que jeune, montrait une résilience que Jacques savait avoir héritée de Claudia. « Papa, je vais bien rester avec mamie, mais tu dois promettre de te battre pour revenir à la maison, » dit-elle, ses yeux sérieux fixant les siens, emplis d'un espoir inébranlable. Jacques serra sa fille dans ses bras, sentant le poids de ses paroles. « Je te le promets, ma chérie, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir vers toi. Tu es ma petite guerrière et je t'aime plus que tout. » Ce moment entre le père et la fille devint un ancrage pour Jacques dans les jours sombres qui suivirent, alors qu'il attendait à l'hôpital, soutenu par la force de l'amour de Laura et par le souvenir vivant de Claudia. C'était la tapisserie de sa vie, tissée avec amour et perte, espoir et peur, chaque fil aussi vital que le cœur qui battait désormais dans sa poitrine, lui promettant un nouveau départ. Après des mois d'attente angoissante, un rayon d'espoir perça le nuage d'incertitude qui planait sur Jacques. Un donneur compatible avait été trouvé, une nouvelle qui apportait autant de soulagement qu'une nouvelle crainte. La peur de l'inconnu et du résultat d'une telle opération majeure. Cependant, la volonté de vivre et de voir sa fille grandir donna à Jacques le courage nécessaire pour affronter le prochain chapitre de sa vie. L'intervention chirurgicale se déroula sans accroc. Pendant que Jacques était sous l'effet de l'anesthésie, une équipe médicale habile travaillait pour lui transplanter le cœur qui lui offrirait une nouvelle chance de vivre. Lorsqu'il se réveilla, on lui annonça que la procédure avait été un succès, mais l'identité du donneur resta un mystère, enveloppé dans la confidentialité médicale.
Pendant les mois de récupération, Jacques réfléchissait souvent à la personne dont le cœur battait désormais dans sa poitrine. Il ressentait une connexion invisible, une dette de gratitude envers un inconnu qui lui avait offert le plus grand des cadeaux. Pourtant, rien ne le prépara à la rencontre qui allait avoir lieu. C'était un jour clair de printemps lorsque Jacques décida d'emmener Laura au parc. Tandis qu'il regardait sa fille jouer, un garçon s'approcha de lui avec une note froissée dans la main. « C'est pour vous », dit le garçon, lui remettant le papier avant de courir de retour sur le terrain de jeu. Jacques déplia la note, lisant les mots griffonnés qui l'invitaient à rencontrer une femme au café du parc. Intrigué, il suivit l'instruction, se retrouvant face à face avec une femme d'âge moyen dont les yeux reflétaient une familiarité déconcertante. « Jacques, commença-t-elle, d'une voix tremblante d'émotion, je suis Marie, ta mère biologique. » Les mots tombèrent dans le silence entre eux comme des pierres dans l'eau, créant des ondes de choc que Jacques luttait pour comprendre. Marie continua, révélant des secrets longtemps gardés. « Quand tu es né, j'ai dû te donner, ainsi qu'à ton frère jumeau, Léonel, en adoption. J'étais trop jeune et incapable de m'occuper de 2 bébés. Au fil des ans, j'ai toujours pensé à vous, espérant que vous aviez trouvé de bonnes familles. » Jacques pouvait à peine respirer. « Léonel ?» demanda-t-il, le mot lourd sur sa langue. « Oui, Léonel était ton frère jumeau, » expliqua Marie, les larmes aux yeux. « Il a été ton donneur. » La révélation a frappé Jacques comme un ouragan. Le cœur qui battait en lui, le cœur qui lui avait donné une nouvelle vie, était celui de son propre frère. L'ironie du destin qui avait uni les frères séparés à la naissance d'une manière si intime et définitive était accablante. « Je voulais que tu connaisses la vérité, » dit Marie doucement. « Léonel était au courant de ta condition et a fait le choix conscient de t'aider. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Jacques alors qu'il absorbait chaque mot, chaque révélation qui redéfinissait son existence. Dans ce nouveau chapitre de sa vie, il avait non seulement gagné un nouveau cœur, mais aussi une famille perdue, un lien qu'il n'avait jamais imaginé possible. Le parc, avec ses rires d'enfants et le doux murmure des arbres, est devenu le cadre d'une réconciliation avec son passé et le début d'un avenir où chaque battement de son cœur porterait la mémoire de son frère, un hommage vivant à la vie qu'ils avaient partagée de manière si différente et profonde. Jacques digérait encore la révélation stupéfiante que Léonel, son frère jumeau qu'il n'avait jamais connu, avait été son sauveur d'une manière si littérale, en donnant le cœur qui battait désormais en lui. Alors qu'il était assis en état de choc, la femme devant lui, Marie, continuait à dénouer le réseau complexe d'histoires qui composait leur passé partagé. « Ils ont été séparés à la naissance », expliquait Marie d'une voix tremblante d'émotion. « À l'époque, j'étais dans une situation désespérée, sans ressources pour m'occuper de 2 bébés. La décision de les confier à l'adoption a été la plus difficile que j'ai jamais prise, mais c'était la seule chance pour vous d'avoir une vie meilleure. » Jacques écoutait, ressentant un mélange de tristesse et de gratitude pour la décision douloureuse prise par sa mère biologique. « Et Léonel, a-t-il eu une bonne vie ?» demanda Jacques, désireux d'en savoir plus sur le frère qui avait fait le sacrifice ultime pour lui. Marie soupira, regardant loin comme si elle pouvait voir le passé devant ses yeux. Léonel a été adopté par une famille aimante. Il a grandi heureux, a rencontré Isabelle, s'est marié. Ils ont eu un fils ensemble, le petit Maxime. Mais récemment, leur vie a été bouleversée. Elle fit une pause, rassemblant ses forces pour continuer. Isabelle a été arrêtée sous de fausses accusations, et la bataille juridique pour prouver son innocence a été longue et épuisante. Elle est tombée malade en prison, et les conditions là-bas n'ont fait qu'aggraver sa santé. Jacques sentit le poids de chaque mot. L'univers semblait impitoyablement cruel, lui enlevant Léonel 2 fois, une à la naissance et une à la mort. Léonel était dévasté. Il a lutté de toutes ses forces pour s'occuper de Maxime tout en essayant de blanchir le nom d'Isabelle. Mais son cœur, il avait des problèmes cardiaques, comme toi, continua Marie, sa voix tremblant de la douleur des souvenirs. L'ironie de la condition qui avait uni et séparé les frères était presque insupportable. Jacques ressentait une connexion encore plus profonde avec Léonel maintenant, partageant non seulement un passé, mais aussi les fragilités de leur corps. Quand Léonel a découvert ta situation, ta nécessité d'une transplantation, il n'a pas hésité, dit Marie, regardant dans les yeux de Jacques. Il a fait le choix conscient de t'aider,
sachant que cela pourrait signifier la fin pour lui. Il aimait son fils et voulait se battre pour Isabelle, mais il voulait aussi s'assurer que tu aies une chance de vivre. Les larmes coulaient librement sur le visage de Jacques maintenant, chacune d'elles portant autant d'amour que de tristesse. La générosité et le courage de Léonel étaient écrasants. « Il m'a donné la vie 2 fois », murmura Jacques, une main sur sa poitrine, sentant chaque battement du cœur de Léonel en lui. « Oui », confirma Marie, tenant la main de Jacques. « Et maintenant, peut-être y a-t-il quelque chose que tu pourrais faire pour lui ?» Jacques acquiesce, une nouvelle détermination grandissant en lui. Il aiderait Maxime et se battrait pour la justice pour Isabelle. Léonel lui avait donné un cadeau inestimable, et Jacques savait que la meilleure façon d'honorer la mémoire de son frère serait d'étendre cette générosité à la famille que Léonel aimait tant. Cette rencontre dans le parc n'était pas seulement une révélation du passé, mais aussi un appel vers l'avenir. Jacques était déterminé à répondre à cet appel de tout son cœur. Un cœur qui battait non seulement pour lui, mais aussi pour le frère qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître. Déterminé à rendre hommage à l'héritage de générosité que son frère Léonel avait laissé, Jacques a utilisé toutes les ressources à sa disposition pour découvrir la vérité derrière les accusations contre Isabelle. Il a engagé des avocats, des enquêteurs privés, et s'est plongé profondément dans les détails de l'affaire. Après des semaines d'investigation intensive, la vérité a enfin été révélée. Une fraude élaborée par un collègue d'Isabelle, visant à détourner des fonds de l'entreprise et à rejeter la faute sur elle. Le véritable coupable a été exposé et les preuves présentées étaient irréfutables. La justice, bien que tardive, a commencé à se dérouler, et effacer le nom d'Isabelle est devenu une victoire aigre douce, car elle n'était plus là pour témoigner de sa propre exonération. Isabelle était décédée en prison des suites de complications de santé aggravées par les conditions précaires de détention. Jacques a ressenti un mélange profond de tristesse pour la perte d'Isabelle et de soulagement d'avoir enfin obtenu justice. Avec la situation légale réglée, il a dirigé son attention vers Maxime, le jeune neveu qui faisait face à la douloureuse réalité de perdre ses 2 parents. Jacques s'est engagé à prendre soin de lui promettant un avenir sûr et aimant. « Tu fais désormais partie de ma famille, Maxime », lui dit Jacques, assurant au garçon qu'il ne serait jamais seul. Cependant, Jacques savait que le chemin à parcourir serait rempli de défis. Il avait désormais la responsabilité d'intégrer Maxime dans sa vie, tout en planifiant comment réintroduire sa fille Laura dans cette nouvelle réalité familiale élargie. Laura, qui avait grandi en tant que fille unique, avait maintenant un cousin proche, quelqu'un avec qui elle partagerait non seulement des liens de sang, mais aussi l'histoire complexe et entrelacée de leur famille. Jacques a soigneusement planifié comment présenter Maxime à Laura. Il voulait qu'elle comprenne et accepte Maxime non seulement comme un cousin, mais aussi comme un frère. « Laura, il y a beaucoup de choses sur notre famille que tu ignores encore ?» commence Jacques, sentant à la fois l'anxiété et l'espoir dans ce nouveau chapitre. La vie nous a apporté beaucoup de surprises, certaines tristes et d'autres merveilleuses. Maxime est l'une de ces merveilles, et je veux que vous vous souteniez tous les deux comme des frères. Alors que Jacques naviguait dans ces eaux inconnues, il était guidé par l'amour et le désir d'honorer la mémoire de Léonel. Il s'était promis de protéger Maxime et Laura, en veillant à ce que les 2 jeunes aient toutes les opportunités de prospérer sous son soin. Cette nouvelle réalité familiale, bien qu'emplie de pertes et de défis, était également pleine de possibilités. Jacques regardait vers l'avenir avec une détermination renouvelée, renforcée par la force du cœur que Léonel lui avait donnée et par la responsabilité de prendre soin des jeunes qui dépendèrent maintenant de lui. Il savait que, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi, ancrés par l'amour inébranlable qui les unissait. Lors des funérailles sombres d'Isabelle, Jacques tenait fermement la main de Maxime, dont les yeux jeunes étaient embués de larmes. La cérémonie était marquée par une tristesse palpable, chaque couronne de fleurs et chaque murmure de condoléances résonnant du poids de l'adieu final à Isabelle. Aux côtés de Maxime, Jacques restait comme un roc de soutien, murmurant des mots de réconfort et des promesses d'un avenir attentionné. « Maxime, je serai là pour toi, toujours », dit Jacques, serrant la main du garçon alors qu'ils observèrent le cercueil descendre lentement. « Tu ne seras jamais seul, je suis ton tuteur maintenant, et ensemble, nous trouverons un chemin à suivre. » Le cœur lourd mais déterminé, Jacques ramena Maxime à la maison après les funérailles. Sa prochaine tâche était de réunir Maxime avec Laura,
qui était chez sa grand-mère maternelle, Nelly. En arrivant, Jacques vit Laura jouer dans le jardin, une vision qui lui apporta un bref sourire sur son visage fatigué. « Laura, ma chérie, il y a quelqu'un de très spécial que je veux que tu rencontres. » Jacques présenta alors qu'il guidait Maxime vers elle. Laura regarda curieusement Maxime, ses yeux scrutant le nouveau visage. « Voici Maxime, ton cousin, » expliqua Jacques, ressentant un mélange d'espoir et de nervosité quant à sa réaction. Au début, Laura hésita, son regard passant de Jacques à Maxime. La nouveauté de la situation éveilla une pointe de jalousie chez Laura, qui avait toujours apprécié l'attention exclusive de son père. Cependant, en voyant la vulnérabilité dans les yeux de Maxime, son cœur s'adoucit. Elle s'approcha, tendant une main dans un geste de bienvenue. « Salut Maxime, tu veux jouer avec moi ?» demanda Laura à une offre simple qui signifiait bien plus. Maxime, encore sous l'ombre de la tristesse, sourit timidement et accepta la main de Laura. En les regardant commencer à jouer ensemble dans le jardin, Jacques ressentit un soulagement. La connexion immédiate entre eux, malgré les tensions initiales, était un bon signe que, avec le temps, ils pourraient devenir plus que des cousins. Ils pourraient être des frères de cœur. Ce soir-là, alors que Nelly préparait le dîner, Jacques lui expliqua la situation en détail, décrivant son rôle en tant que tuteur de Maxime et exprimant son espoir qu'elle puisse aider dans la transition. Nelly, bien que surprise au début, accueillit Maxime à bras ouverts, comprenant l'importance de soutenir les enfants pendant cette période de changement. « Nous prendrons soin d'eux ensemble, Jacques », affirma Nelly, solidaire. « Ils auront besoin de tout l'amour et le soutien que nous pouvons leur donner. » De retour à la maison, Jacques s'était déterminé à créer un environnement accueillant pour Maxime, quelque chose qui lui procurerait sécurité et appartenance dans cette nouvelle étape de sa vie. Avec la maison remplie de nouveaux et anciens membres de la famille, Jacques savait que les détails importaient pour construire une atmosphère de chaleur et d'amour. Déterminé à tout faire pour intégrer Maxime, Jacques organisa un dîner spécial pour marquer le début de cette nouvelle aventure ensemble. Il passa la matinée à cuisiner une dinde, un choix qu'il espérait symboliser une occasion festive, un nouveau départ pour tous. Alors que le parfum du rôti se répandait dans la maison, Jacques et Laura décorèrent le salon avec de petites lumières et des fleurs, transformant l'atmosphère en un lieu chaleureux et festif. Além do jantar, Jacques havia comprado presentes para todos, incluindo novo conjunto de jogos de tabuleiro, pensando em criar momentos de união e diversão para a família. Para Maxime, ele escolheu cuidadosamente livros e brinquedos que refletissem seus interesses, esperando acender um sorriso no rosto do menino em meio à tristeza que ele ainda carregava. Outre le dîner, Jacques avait acheté des cadeaux pour tout le monde, y compris un nouveau jeu de société, dans l'espoir de créer des moments de rassemblement et de divertissement pour la famille. Pour Maxime, il avait soigneusement choisi des livres et des jouets reflétant ses centres d'intérêt, espérant ainsi faire naître un sourire sur le visage du garçon au milieu de la tristesse qu'il portait encore. Pendant ce temps, Jacques avait également invité Regina, la grand-mère de Maxime, à se joindre à eux de manière permanente. Il reconnaissait que la présence de Regina aiderait non seulement Maxime à s'adapter, mais apporterait également une couche supplémentaire d'amour et de stabilité à l'environnement familial. Regina, comprenant l'importance de sa présence pour le bien-être de Maxime et reconnaissant la bonne volonté de Jacques, avait accepté l'invitation avec gratitude. « Jacques, je te remercie pour tout ce que tu fais. Vivre ici avec vous va beaucoup aider Maxime à s'ajuster, » dit Regina en aidant à mettre la table pour le dîner. « Je suis là pour aider dans tout ce qui est nécessaire. Ensemble, nous pouvons nous assurer que ces enfants ont tout le soutien dont ils ont besoin. » Lorsque vint l'heure du dîner, tous se réunirent autour de la table, un petit moment symbolique mais significatif de cette nouvelle configuration familiale. Jacques regarda les visages autour de lui. Laura, souriant alors qu'elle passait la sauce aux érelles, Maxime, un peu plus animé, observant tout le monde avec une nouvelle lueur dans les yeux, et Regina, offrant des paroles gentilles tout en servant la dinde. Levantant son verre pour porter un toast, Jacques exprima sa reconnaissance et ses espoirs pour l'avenir. Au nouveau départ, à la famille que nous avons choisie et à l'amour que nous partageons, puissions-nous grandir ensemble, nous soutenir mutuellement et trouver le bonheur sur le chemin que nous avons construit ensemble. Malgré un début harmonieux, des tensions sont apparues, notamment avec Laura montrant des signes de jalousie envers Luan.
Georges intervient pour enseigner aux deux enfants sur l'amour fraternel et la responsabilité mutuelle. Georges emmène les enfants sur les tombes de leurs parents pour leur enseigner sur les pertes et l'empathie, les aidant à comprendre l'importance de se soutenir mutuellement en tant que frères et sœurs. Malgré l'ambiance festive initiale et les bonnes intentions, l'intégration de Maxime dans la nouvelle famille n'a pas été totalement exempte de défis. Laura, habituée à être le centre d'attention de son père, a commencé à montrer des signes de jalousie, créant parfois des moments de tension entre elle et Maxime. Jacques observait ces interactions avec une certaine inquiétude et compréhension, sachant que la transition nécessiterait patience et orientation. Conscient de la nécessité d'intervenir et d'enseigner des valeurs fondamentales telles que l'amour fraternel et la responsabilité mutuelle, Jacques a décidé d'avoir une conversation sérieuse avec les deux. Un après-midi, il a appelé Laura et Maxime à s'asseoir avec lui dans le jardin, où l'atmosphère paisible pourrait faciliter la communication de ces messages. « Laura, Maxime, » commença Jacques, « je sais que beaucoup de changements sont survenus rapidement, et les changements peuvent être difficiles. Mais une chose qui ne change jamais, c'est à quel point je vous aime tous les deux. Et en tant que frères et sœurs, il y a quelque chose de très spécial que vous pouvez vous offrir l'un à l'autre, du soutien. » Jacques leur expliqua comment l'amour fraternel était un cadeau, une force qui pourrait les aider à traverser les moments les plus difficiles de la vie. Vous avez tous deux subi de nombreuses pertes très tôt dans la vie. Il est important de se rappeler que même dans les moments les plus tristes, vous avez l'un l'autre. Pour renforcer ce message, Jacques avait prévu une visite aux tombes de leurs parents biologiques. Le week-end suivant, ils se rendirent au cimetière, un lieu marqué par la sérénité et la réflexion. Devant les tombes, Jacques parla de chacun des parents, partageant des histoires de leur vie et de leur héritage. Voir ces lieux nous rappelle les personnes que nous aimons et avons perdues, mais cela devrait aussi nous enseigner l'importance de valoriser ceux qui sont encore avec nous, expliqua Jacques, regardant Laura et Maxime avec tendresse. C'est ici que nous voyons à quel point la vie est précieuse et pourquoi nous devons prendre soin les uns des autres. Laura et Maxime, bien que jeunes, ressentirent la gravité des paroles de Jacques. En observant les tombes, chacun réfléchissait à ses propres pertes et aux nouveaux liens qu'ils formaient. L'expérience partagée de se souvenir de ceux qui étaient partis servait de puissant rappel de leur connexion l'un à l'autre. Sur le chemin du retour, Maxime prit la main de Laura, un geste petit mais significatif de acceptation et d'affection. Laura, à son tour, serra la main de Maxime, un signe qu'elle commençait à voir au-delà de la jalousie, reconnaissant l'importance de son nouveau frère dans sa vie. Jacques observait les deux avec un sentiment de réalisation mêlé de soulagement. Il savait qu'il y aurait encore des défis à venir, mais les fondations d'un véritable amour fraternel et de soutien mutuel étaient en train d'être posées. Avec empathie, patience et amour, Jacques était confiant qu'il pourrait guider Laura et Maxime pour devenir non seulement des frères et sœurs, mais aussi des amis pour la vie. L'incident au lac eut lieu par une journée ensoleillée, lorsque Jacques emmena Laura et Maxime pour une promenade en plein air. Laura, toujours aventurière, s'approcha trop près de l'eau et glissa sur les pierres humides, tombant dans le lac. La panique surgit instantanément alors qu'elle luttait pour garder la tête hors de l'eau. Maxime, sans hésiter, sauta à l'eau après elle, utilisant tout ce qu'il avait appris dans ses cours de natation pour la rejoindre et la ramener en sécurité. Jacques, qui courait désespérément pour les rejoindre, arriva sur les rives du lac juste à temps pour aider Maxime à sortir Laura de l'eau. La peur et le soulagement se mêlèrent dans leurs expressions, alors qu'ils se serrèrent fort sur la berge du lac, tremblant autant à cause du froid de l'eau que de l'intensité du moment. Après l'incident, Jacques emmena les enfants à l'hôpital pour s'assurer qu'ils allaient bien. Là-bas, il fut repris en charge par Alma Garcia, une pédiatre dont la gentillesse et le professionnalisme calmèrent immédiatement tout le monde. Elle s'occupa de Laura avec une combinaison d'efficacité et de chaleur humaine, s'assurant qu'elle n'avait pas été physiquement blessée à part une grosse frayeur. « Tu as eu de la chance d'avoir un frère aussi courageux », dit Alma à Laura avec un sourire encourageant, tout en vérifiant ses signes vitaux. Laura, encore secouée, regarda Maxime avec de nouveaux yeux, une mélange de gratitude et d'admiration, remplaçant tout vestige de jalousie qu'elle ressentait auparavant. À partir de ce jour-là, le lien entre Laura et Maxime se renforça énormément. La peur de se perdre l'un l'autre avait renforcé leur attachement, et Laura commença à apprécier vraiment la présence de Maxime dans sa vie,
le voyant non seulement comme un cousin ou un frère adoptif, mais comme un véritable héros. Pendant ce temps, une connexion émotionnelle commençait à se former entre Jacques et Alma. Dans les jours suivant l'incident, Jacques revint plusieurs fois à l'hôpital pour parler avec Alma, la remerciant pour son attention envers les enfants et cherchant ses conseils sur la manière de faire face au traumatisme émotionnel qu'ils pourraient affronter. Chaque rencontre révélait davantage d'affinité entre eux, depuis leur engagement envers le bien-être des enfants jusqu'à leurs intérêts personnels. Jacques était impressionné par la passion d'Alma pour la médecine et son authentique souci pour ses patients, tandis qu'Alma admirait la dévotion de Jacques envers sa famille. Les conversations coulaient naturellement, et bientôt, ils commencèrent à se rencontrer en dehors du cadre médical, d'abord pour des cafés, puis pour des dîners. Alors que la relation entre Jacques et Alma s'approfondissait, il était évident qu'elle devenait une partie importante de la vie quotidienne de la famille. Jacques, désireux d'inclure Alma de manière plus intégrale dans sa routine familiale, commença à l'inviter à des événements et des activités quotidiennes, comme accompagner les enfants à l'école, assister à des matchs de football et aider aux devoirs. Alma accepta ces invitations avec enthousiasme, apportant une nouvelle énergie et une nouvelle perspective à la famille. Sa présence était une source de réconfort et de joie, non seulement pour Jacques, mais aussi pour Laura et Maxime, qui s'étaient rapidement attachés à elle. La manière dont Alma interagissait avec les enfants, avec patience et un intérêt sincère pour leur vie, renforçait encore davantage sa place dans le cœur de la famille. Un jour, Jacques suggéra qu'ils fassent un pique-nique dans le parc local. « Ce serait un excellent moyen de profiter de cette belle journée ensemble », dit-il, et Alma acquiesça avec enthousiasme. C'est lors de cette journée ensoleillée et remplie de rire qu'Alma amena Taco, son petit chien, pour se joindre à la fête. Taco était un chien joyeux et joueur, qui a immédiatement conquis les enfants avec son énergie et ses tours amusants. Le pique-nique fut un succès, avec tout le monde s'amusant, jouant au frisbee et partageant un délicieux repas en plein air. En regardant Alma jouer avec les enfants et Taco courir joyeusement autour d'eux, Jacques ressentit un profond sentiment de contentement et d'espoir. Il réalisa à quel point sa vie semblait complète avec Alma et Taco à ses côtés, comme si les dernières pièces d'un puzzle s'assemblaient. Alors que la journée touchait à sa fin, Jacques s'assit à côté d'Alma, observant les enfants jouer. « Tu as apporté tellement de joie dans nos vies, Alma. Et Taco aussi, » dit-il, souriant tout en caressant le chien. Alma regarda Jacques, ses yeux reflétant le même sentiment d'appartenance. « Je me sens vraiment chez moi avec vous, » répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. « J'adorerais faire partie de la famille si vous m'acceptez. » Jacques n'avait pas besoin de plus de conviction. « Tu fais déjà partie d'elle, » affirma-t-il, et les mots semblaient sceller quelque chose de spécial et de durable entre eux. Alors que la famille revenait du parc, marchant ensemble sous le coucher de soleil, Laura et Maxime riaient en courant devant, avec Taco à leur côté, et Jacques et Alma marchaient main dans la main, discutant et planifiant l'avenir. Ce moment symbolisait non seulement l'acceptation d'Alma et de Taco, mais aussi le début d'un nouveau chapitre plein de promesses et de bonheur pour une famille qui avait surmonté de nombreuses adversités, désormais prête à embrasser une vie élargie et remplie d'amour.